Bonjour Christophe Ayad, merci beaucoup d'accepter de vous prêter au jeu du grand entretien de l'IHEDN. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, je suis journaliste au Monde et l'auteur de Géopolitique du Hezbollah aux éditions des presses universitaires de France et qui est paru en mars 2024. D'accord, merci. Nous enregistrons cette interview le 18 septembre, en début d'après-midi. Hier, le 17, il y a eu une attaque qui a un peu surpris et impressionné tout le monde. Une attaque au beeper, donc. Cette attaque semble, on va commencer l'entretien là-dessus, on reviendra ensuite sur le fond de votre livre. Cette attaque semble montrer une faille de sécurité majeure pour le Hezbollah. Est-ce que Israël aurait infiltré ces réseaux de communication, du coup ? Alors, dans l'attente de savoir les modalités techniques exactes de cette attaque, dont il ne fait pas de doute qu'elle est le fruit d'Israël, même si elle n'a pas été revendiquée comme telle, en tout cas, elle révèle plusieurs failles majeures de sécurité, et notamment l'infiltration de la chaîne logistique qui ont fourni ces fameux beepers, et ensuite l'infiltration de ces réseaux de communication, et surtout, elle va pouvoir révéler au grand jour tous les blessés et leurs proches, donc une bonne partie du réseau du Hezbollah, puisqu'en fait Israël a piégé ou du moins des beepers, mais sans savoir qui les porterait. Et maintenant on sait. Ce sont les 2800 et quelques blessés recensés dans cette attaque totalement inédite. Alors, quelles conséquences, du coup, pour le Hezbollah et son organisation ? Il est complètement désorienté, là. C'est une déstabilisation totale. C'est-à-dire que le Hezbollah ne peut plus se fier à ses outils de communication. Il voit l'identité de au moins 2000 de ses membres, qui sont probablement des cadres importants, ou du moins relativement important, révélé au grand jour, et il est frappé dans l'intimité de ses foyers. Est-ce que vous pensez qu'il sera obligé de riposter pour conserver sa crédibilité ou... Alors, pour conserver une forme de dissuasion, il serait obligé de riposter, mais comme déjà par le passé, d'abord, il est affaibli, donc cette riposte ne va pas être facile à mener, en tout cas dans un bref délai. Et deuxièmement, on a vu par le passé, lorsque son chef militaire Fouad Choukr a été tué dans la banlieue sud de Beyrouth, qu'il a été incapable de porter un coup sévère à Israël, malgré ses proclamations, et c'était au mois d'août 2024. Au-delà de cette actualité très chaude, on va revenir du coup sur le Hezbollah, qui est au cœur de votre livre, qui en retrace vraiment la géopolitique. Alors, il a été créé en 1985, mais lancé en tout cas en 1985, parce qu'auparavant, il y a eu une période clandestine, depuis 1982, au cours de laquelle il y a eu des attentats qui ont frappé les forces armées américaines et les forces armées françaises, 58 soldats tués français en 1983. Le Hezbollah a rejeté toute responsabilité dans ces attentats. Qu'en est-il vraiment ? Alors, formellement, ces attentats, notamment l'attentat contre l'immeuble Drakkar à Beyrouth, qui a coûté la mort à plus d'une cinquantaine de soldats français, et le même jour, l'attaque contre le camp des GI américains à Beyrouth, a été menée par l'organisation djihad islamique. Mais en fait, cette dernière était animée par ceux qui sont devenus des cadres majeurs du Hezbollah. Je pense à Imad Mournier, qui a été son chef militaire et qui a été tué à Damas dans l'explosion d'un engin piégé en 2008. Je pense à Fouad Choukr, qui a été tué à Beyrouth pas plus tard que cet été et qui a été parmi les membres ayant mené ces opérations et qui était membre du Hezbollah. Donc il y a une différence, il n'y a pas de différence dans les faits entre les gens qui ont mené ces opérations et le Hezbollah aujourd'hui, malgré ces dénégations. Quand il se lance en 1985, c'est par la publication d'une lettre ouverte aux opprimés dans le monde. Est-ce qu'on peut dire, en 2024, que le Hezbollah est toujours anti-impérialiste ? Anti-impérialiste, anti-américain, ça c'est sûr. Anti-occidental aussi. Mais anti-impérialiste, ça dépend quel impérialisme.
Le Hezbollah est allié avec Cuba, avec le Venezuela de Chavez, à comment dire, sympathie relative, mais une sympathie pour la Russie et la Chine, puisque ce sont les rivaux des États-Unis, et une grande amitié, voire beaucoup plus que ça, pour l'Iran, qui n'a pas caché ses menées impériales. Donc ça dépend de quel impérialisme on parle. Anticapitaliste, puisque c'était le cas aussi à l'époque, ça reste à voir aussi parce que lorsqu'il a fallu, juger les responsables de la faillite de la Banque centrale du Liban, le Hezbollah n'a pas spécialement poussé à la roue. Donc il s'est tout à fait accommodé du système économique et financier parfaitement injuste qui régissait la vie économique du Liban. Penchons-nous maintenant sur sa gouvernance. D'un point de vue symbolique, le guide suprême iranien est la référence suprême du Hezbollah. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce lien organique entre ce pays et cette organisation ? Alors c'est un lien d'allégeance religieuse. C'est un lien extrêmement fort parce que cette allégeance religieuse a valeur d'ordre. Lorsque le guide suprême dit « c'est la guerre », c'est la guerre. Lorsqu'il dit « ce n'est pas la guerre » ou « c'est la paix », c'est la paix. C'est lui donc qui dicte au Hezbollah ces grandes décisions stratégiques. En revanche, ce n'est pas Ali Khamenei, le guide iranien, qui va décider au jour le jour des frappes que mène le Hezbollah contre Israël, de la façon dont il faut mener une guerre ou pas, de qui on doit élire à la présidence de la République au Liban, etc., etc. Donc il laisse au Hezbollah une grande marge de manœuvre opérationnelle, tactique et y compris politique. Mais les grandes orientations, où on en est avec Israël, où on en est avec les États-Unis, ça c'est le guide suprême qui décide. Et il est iranien, effectivement. Certains de ses opposants, les opposants au Hezbollah, disent qu'il serait plus chiite et iranien qu'arabe et libanais. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Alors, il est chiite, ça c'est sûr. Mais il est libanais, profondément. Donc c'est tout le paradoxe du Hezbollah qu'on ne peut pas décrire comme une force étrangère au Liban. Il est formé de Libanais. Mais c'est des Libanais qui ont grandi dans un chiisme qui est celui de Téhéran. Et donc c'est là où il y a une sorte de gap, de discrépance, d'impression d'étrangeté à cette région. Mais ils sont profondément libanais et très chiites dans leur manière d'aborder le monde et les problèmes. Alors maintenant, passons à sa gouvernance. On reviendra tout au fil de cet entretien sur les liens avec l'Iran, évidemment, mais passons à sa gouvernance effective du Hezbollah. Son secrétaire général, Hassan Nasrallah, est en poste depuis 1992. Il multiplie les mandats de secrétaire général de 3 ans, alors que son prédécesseur avait été tué en 1992, donc au bout de seulement 1 an de pouvoir par un hélicoptère israélien. Comment vous expliquez cette longévité de Nasrallah ? Alors je pense que malgré son jeune âge à l'époque, il avait à peine 30 ans, même pas, il a pris des précautions extrêmes de sécurité, correspondues par écrit, à l'oral, et jamais trop au téléphone. On ne l'a pas vu depuis 20 ans, en public, ou alors dans des immenses rassemblements dans lesquels il peut apparaître au dernier moment, mais la plupart du temps, il s'adresse à ses supporters comme aux Libanais par écran interposé. Il vit sous terre, en fait. Et malgré des multiples tentatives israéliennes de l'atteindre, notamment pendant la guerre de 2006, avec des bombes perforantes, ça a été jusqu'à présent sans succès. Et vous écrivez que c'est l'homme politique le plus doué de sa génération. Pourquoi ? Parce qu'il a fait preuve au Liban d'une grande capacité de manœuvre. Il est quand même parti d'une petite milice en 1982, dont il est un des membres, un des tout premiers membres, un des fondateurs même, qui est devenu aujourd'hui le parti le plus hégémonique de la scène libanaise, la seule milice autorisée, enfin existant au Liban, en dehors de l'armée. Ça se demandait même si cette milice n'est pas plus puissante que l'armée libanaise. Et la principale force politique du pays, c'est quand même le parti qui dicte le tempo gouvernemental, électoral. Alors il ne réussit pas toujours à imposer ses vues, mais en tout cas il peut empêcher tout ce qui lui est hostile. Ça c'est évident.
Et donc, si, par exemple, le Liban n'a plus de président de la République depuis bientôt 2 ans, c'est, entre autres, à cause du Hezbollah qui veut imposer un candidat, malgré l'opposition d'une bonne partie des partis chrétiens, sachant que le président doit être chrétien. Vous dites que le Hezbollah est le fonctionnement d'une organisation léniniste, mais avec des principes chiites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Alors, c'est surtout que le Hezbollah est un parti et une milice constituée en cellules très cloisonnées, mais complètement pyramidales. Ces cellules elles-mêmes, elles recrutent uniquement sur la base de recommandations. C'est-à-dire, on n'entre pas au Hezbollah en achetant une carte, en payant sa cotisation. On entre au Hezbollah parce que on connaît quelqu'un qui est au Hezbollah qui peut se porter garant de vous. Comme quoi vous êtes un bon croyant et quelqu'un de fiable, qui ne sera pas un traître. C'est comme ça qu'on y entre. Et puis ensuite, on est formé. Et on est formé religieusement et militairement. Et puis les meilleurs comment dire, les plus performants sont orientés vers la carrière militaire à temps plein. Et puis les autres restent dans une organisation à laquelle qu'ils servent d'une manière ou d'une autre, soit en tant que permanents, soit à travers les métiers qu'ils exercent dans la vie courante. Mais c'est vraiment un fonctionnement très très cloisonné et pyramidal qui fait que si on enlève un échelon, le reste de la pyramide ne s'écroule pas. Le Hezbollah siège dans la banlieue sud de Beyrouth, dans un quartier qui s'appelle Aret Haik. Vous parlez de carré sécuritaire. Expliquez-nous un peu, décrivez-nous cet endroit que vous connaissez, je pense. Disons que le Hezbollah a réussi à reconstituer une sorte de petite ville dans la banlieue sud de Beyrouth. Déjà, la banlieue sud de Beyrouth est chiite. Elle est peuplée de paysans pauvres venus du sud qui ont afflué déjà avant la guerre civile pour des raisons de pauvreté, puis pendant la guerre civile pour fuir l'invasion israélienne. Et à l'intérieur de ce cocon relativement favorable, le Hezbollah s'est implanté et a implanté toute une série d'institutions qui lui sont propres, sa télévision, des hôpitaux, des entreprises construites par ses propres entreprises de bâtiments, donc selon ses propres normes de sécurité, avec son propre réseau de communication, etc. Donc vous pouvez pas arriver à Aret Haik en tant qu'étranger et ne pas vous faire repérer au bout de 3 minutes. Il y a tout un balai de scooters comme ça qui quadrillent les rues et qui exercent une forme de surveillance, ou bien qui sont des petits messagers qu'on envoie à droite à gauche pour se faire passer des messages écrits. Donc voilà le monde qu'a bâti le Hezbollah, et en fait ça correspond un peu à son projet de contre-société. C'est une sorte de monde un peu hermétique, où vous entrez parce que vous êtes chiite, mais aussi sympathisant du parti, et où on prend en charge la totalité de votre vie, c'est-à-dire la santé, l'éducation. Le Hezbollah ne fournit pas des emplois, mais à force de grossir, il est devenu quand même une force importante dans l'économie libanaise, même si c'est pas la force dominante de l'économie du pays, mais c'est une force importante. Et puis, voilà, il a son réseau d'entreprises, il a ses scouts, il a ses centres de loisirs. En fait, vous pouvez passer la journée du matin au soir en mangeant, buvant, écoutant, vous informant, vous formant dans la sphère du Hezbollah. Et c'est comme ça qu'il maintient une sorte de public sous sa coupe et qu'il réussit à garder une cohésion qui est inégalée par rapport aux autres formations politiques libanaises. Ils ont même un parc d'attractions, j'ai appris dans votre livre. Parlez-nous de son financement maintenant. Il y a entre 100 et 200 millions de dollars qui sont donnés chaque année, en tout cas avant les sanctions qui ont frappé l'Iran, par l'Iran donc. Peut-être même plus d'ailleurs. On a beaucoup de mal à évaluer cette manne iranienne, qui s'est un peu tarie parce que les sanctions américaines réinstaurées par Trump ont durement frappé l'économie iranienne. Il reste que c'est encore l'Iran qui fournit le Hezbollah en armes, essentiellement. Tout
une bonne partie des missiles du Hezbollah sont de fabrication iranienne. C'est lui qui forme ses combattants. En tout cas ses combattants d'élite, parfois dans des camps en Iran. Donc il y a un appui logistique réel. Et après, le reste du financement, et en particulier de toutes les œuvres civiles du Hezbollah, pour les blessés, pour les veuves de guerre, etc., ça, c'est de l'autofinancement. Parce que le Hezbollah, ses propres ressources, il vit de multiples trafic de voitures, trafic de diamants avec l'Afrique. Il a des supporters sur tous les continents. Comme on l'a vu récemment, trafic d'essence. Il y a un réseau qui a été démantelé et qui avait des ramifications jusqu'en Asie du Sud-Est et en Thaïlande. Et puis, trafic de drogue surtout. Notamment, ça a longtemps été le cas de hashish et d'héroïne dans la vallée de la Bekaa. Et puis, plus ces 15-20 dernières années, plutôt de cocaïne, originaire d'Amérique latine, mais où il y a un réseau réel du Hezbollah. Et enfin, tout récemment, de Captagon, cette fameuse drogue à base d'amphétamine qui est très répandue en Syrie et que le Hezbollah produit et vend lui aussi. Ça lui permet d'exercer son pouvoir, notamment au Liban. On parlera ensuite de son rôle face à Israël et dans la région. Quelle est la place exacte du Hezbollah au Liban? Vous dites que Nasrallah est le véritable président du Liban, vous écrivez ça. Oui, et c'est pour ça que moi je trouve que le Hezbollah n'est plus un État dans l'État, comme on le dit souvent. Il est devenu un État au-dessus de l'État. C'est lui qui impose à l'État libanais ses priorités. C'est pas le président, ni le Premier ministre, ni le ministre des Affaires étrangères du Liban qu'on a écouté après le 7 octobre pour savoir qu'est-ce qu'allait faire le Liban. C'est Nasrallah. C'est lui qui, 3 semaines plus tard, a donné son premier discours disant qu'il entérinait une forme de résistance, de soutien au Hamas, qui s'est déclenché dès le 8 par des tirs de roquettes. Mais c'est lui aussi qui, dans son discours, laisse comprendre qu'il ne veut pas d'une guerre totale, parce qu'il a compris que les Libanais n'étaient pas en état de supporter une guerre totale avec Israël. Donc c'est lui qui dicte la politique étrangère du Liban. C'est lui qui impose le chef de gouvernement. Il respecte les institutions du Liban, c'est-à-dire le chef du gouvernement reste un sunnite, comme le veulent les accords de Taïf qui ont mis fin à la guerre civile en 1989-90. Mais le choix de la personnalité, depuis on va dire depuis le milieu des années 2010, est dicté par le Hezbollah. Et la composition du gouvernement, y compris. Sur certains postes, il peut dire qui il veut, et sur d'autres, il peut mettre des vétos. Donc il a une influence démesurée sur la politique libanaise. Mais vous parliez des accords de Taïf en 89. Ils ont entériné le fait que, alors qu'il y avait beaucoup de milices qui s'affrontaient pendant ce conflit civil d'une quinzaine d'années, c'est le Hezbollah est la seule milice qui a eu le droit de conserver ses armes lourdes. Comment les autres partis, les autres confessions libanaises ont-elles accepté ça? Parce que, à l'époque, le Hezbollah ne prenait quasiment pas part à la guerre civile. Bon, il a combattu la milice Amal, qui était elle-même chiite et concurrente. Mais pour le reste, les armes du Hezbollah étaient surtout destinées à combattre l'occupation du sud du Liban par Israël. Et donc, il y a eu un peu un consensus, poussé évidemment à l'époque par le parrain syrien, parce que c'était la Syrie qui faisait un peu la pluie et le beau temps au Liban, et qui voulait disposer d'un moyen de pression sur Israël qui ne soit pas elle directement, pour ne pas subir les représailles d'Israël. C'est-à-dire que la Syrie voulait un moyen d'attaquer Israël sans en payer le prix. Et le Hezbollah était l'instrument parfait pour ça. Alors, vous dites qu'aujourd'hui, le Hezbollah contrôle le pouvoir libanais sans prendre la peine de l'exercer directement, et que, faiseur de roi, il est quand même devenu comptable de l'état du pays. Est-ce que ça risque pas de l'affaiblir, ça, à terme? Disons que ça ne l'affaiblit pas, mais ça l'entrave. C'est-à-dire, étant donné que le Liban est en faillite, et que le Hezbollah est la principale force du Liban aujourd'hui à pouvoir décider de la guerre ou de la paix, décider de la guerre, c'est exposer le Liban à un risque encore supérieur de pauvreté, on va être au-delà de la faillite en cas de guerre.
le Liban ne peut plus supporter une guerre comme 2006. Il ne peut pas supporter une guerre qui détruirait ses infrastructures, son aéroport. Il y a déjà des coupures d'électricité quasiment toute la journée, tous les jours. Si les centrales électriques étaient détruites, c'est un pays entier qui serait privé d'électricité. Et le Hezbollah en serait accusé, il en porterait la responsabilité. Or, il n'a pas les moyens de reconstruire l'ensemble du système électrique du Liban. Parlez-nous de sa puissance militaire, puisque le Hezbollah est à la fois un mouvement politico-religieux, une milice armée et un groupe terroriste. Ils auraient plus de 150 000 missiles de toute portée, c'est ça? Oui, le Hezbollah possède un arsenal estimé, en tout cas par les chercheurs les plus sérieux, à 150 000 missiles. C'est 10 fois plus qu'en 2006. À l'époque, c'était 15 000. Les missiles vont de la Katyusha, qui peut aller jusqu'à 20-30 km, jusqu'aux Scud, qui peuvent faire 600 km. Donc qui sont probablement entreposés en Syrie, et non pas au Liban pour des raisons de profondeur stratégique et de protection. Donc le Hezbollah est devenu une véritable petite armée à la tête d'une force militaire à laquelle il ne manque que des bateaux et des avions. Mais lui-même a des missiles anti-navires et peut-être des missiles anti-aériens. Et alors, du côté humain, il aurait environ 20 000 soldats d'actifs, de 25 à 30 000 réservistes, c'est ça? Oui, c'est-à-dire une force totale mobilisable de 50 000 hommes. Maintenant, sur ces 15 à 20 000 soldats d'actifs, il y en a 10 000 d'une force d'élite, dont 600 sont probablement morts. Enfin, plutôt 450 sont probablement morts dans des frappes israéliennes depuis le début des affrontements de l'année écoulée. C'est beaucoup, à force. C'est des pertes qui sont compliquées à remplacer parce que la formation d'un soldat d'élite, ça prend 5 à 10 ans pour qu'il soit véritablement aguerri. Maintenant, ça reste sans commune mesure avec le Hamas. C'est beaucoup plus. Donc c'est une véritable petite armée à la tête duquel est le Hezbollah et son secrétaire général Hassan Nasrallah. Ça en fait une force supérieure à l'armée légitime libanaise. Et d'ailleurs, ils ont un monopole de la présence militaire dans le sud du Liban. Oui, alors peut-être pas supérieur en nombre, mais supérieur en efficience, c'est sûr. C'est-à-dire les hommes du Hezbollah sont bien plus aguerris que ne l'est l'armée libanaise qui ne s'est pas battue depuis des dizaines d'années. Quant à la présence dans le sud du Liban, elle n'est théoriquement pas autorisée par la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU qui est intervenue après la guerre de 2006. Mais le Hezbollah a réussi à creuser tout un réseau de galeries, de tunnels, de caches d'armes, et il a une présence de combattants entre le Litani et la frontière israélienne, ce qui d'ailleurs pose problème à Israël, d'où les affrontements quasi permanents et les menaces de ces derniers jours et de ces dernières semaines d'Israël de mettre fin à ce qu'ils appellent la menace du Nord. Pour conclure, on va se pencher sur son rôle dans la région. Votre livre est très complet et parle de sa présence sur tous les continents, en fait, aujourd'hui. Mais pour en revenir peu à peu à l'actualité brûlante, quelle est sa place au Proche-Orient? Vous dites que Nasrallah a autant, sinon plus de poids au Proche-Orient qu'un chef d'État. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est le chef d'État du Liban, le véritable. Deuxièmement, c'est la dernière armée à avoir confronté l'armée israélienne en 2006. Alors vous avez, depuis la guerre de Gaza, face au Hamas, mais bon, le Hamas n'a pas posé beaucoup de fils à retordre en termes militaires à Israël, quoique sur un an, il a fini par y avoir plusieurs dizaines de pertes israéliennes. Mais disons que la principale menace qui pèse aujourd'hui sur Israël, c'est le Hezbollah. C'est une menace d'une pluie de missiles et d'une guerre qui pourrait faire jusqu'à 15 000 morts, estime-t-on. D'ailleurs, dans son fief de la banlieue sud de Beyrouth, le Hezbollah héberge une douzaine d'organisations palestiniennes dans un centre de renseignement et de coordination sous l'égide des gardiens de la Révolution, enfin de la force Al-Quds, des gardiens de la Révolution
iranienne. Donc effectivement, c'est une menace permanente. Quels sont les liens précisément du Hezbollah avec le Hamas? Est-ce qu'on peut dire que le Hamas se soit inspiré du Hezbollah? Alors, le Hamas s'est inspiré à plusieurs titres du Hezbollah, mais c'est comme une sorte de, je ne dirais pas petit frère, parce que le Hamas n'est pas chiite, il est sunnite. Et il n'a pas d'allégeance au guide suprême iranien. Il a une alliance avec l'Iran, mais c'est pas la même relation fusionnelle. Donc, c'est le petit cousin, d'une certaine manière. Par contre, oui, à deux titres, le Hamas s'est inspiré du Hezbollah. D'abord, dans sa façon de bâtir son pouvoir à Gaza, c'est-à-dire d'avoir un parti, des organisations caritatives, une milice armée. Et deuxièmement, probablement dans l'attaque qu'a menée le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, il y avait une reprise de certaines idées développées, de certains entraînements développés par le Hezbollah lors de démonstrations de force qui ont été, comment dire, un peu complaisamment montrées à la presse l'année dernière. Et on se demande s'il n'y a pas eu l'inspiration de l'un par l'autre. Quant à dire que le Hezbollah a participé à l'élaboration des attaques du 7 octobre, je ne le crois pas. Je pense que, vu les failles du renseignement du Hezbollah, Israël aurait peut-être été moins surpris le 7 octobre si le Hezbollah avait été associé. Il y aurait pu y avoir peut-être trop de personnes impliquées pour maintenir un tel secret. Le Hezbollah, comme l'Iran, considère Israël comme le petit Satan, les États-Unis étant le grand Satan. Dans quelle mesure ce combat contre Israël est consubstantiel pour le Hezbollah? C'est vraiment une des bases politico-religieuses du Hezbollah, comme pour le régime iranien. L'hostilité à Israël est radicale, fondamentale, permanente. Après, quelle forme elle doit prendre? Peut-être qu'un jour, il y aura une forme de paix entre le Liban et Israël, quoique j'en doute, mais le Hezbollah continuera d'incarner ce qu'il dit lui-même être le parti de la résistance à Israël et aux États-Unis. Donc ça, c'est une donnée qui ne changera pas. Oui, vous dites que ceux qui espèrent que le Hezbollah désarmera un jour se trompent totalement. Le Hezbollah n'est pas une milice au service d'un parti, c'est un parti au service d'une milice. Donc son but ultime, c'est le combat. Si vous regardez son drapeau, il y a une Kalachnikov dessus. Nous sommes 1 an après l'attaque d'Israël par le Hamas, du côté de la bande de Gaza. Comment vous voyez la suite de ce conflit, et notamment dans la partie nord d'Israël, frontalière avec le Liban? Est-ce que vous envisagez une confrontation armée, une guerre dure, puisque le Hezbollah livre à Israël une guerre depuis presque 40 ans maintenant, une guerre qui est plutôt de basse intensité quand on regarde sur ces 4 dernières décennies. Est-ce que vous imaginez une guerre ouverte? Alors, le Hezbollah, son but, c'est de maintenir une pression sur Israël sans déclencher une guerre ouverte. Il l'a dit clairement, il s'arrêtera le jour où il y aura un cessez-le-feu à Gaza. Le but d'Israël n'est pas le même. Et jusqu'à cet été, Israël a donné l'impression de porter des coups de plus en plus violents, dont cette attaque totalement inédite au beeper du 17 septembre. J'ai l'impression que depuis début septembre, on est entré dans une autre phase où Israël voudrait régler définitivement, non pas le problème du Hezbollah, mais une partie du problème posé par le Hezbollah. Et une partie de ce problème, c'est le départ du nord d'Israël de 80 000 habitants qui sont allés se réfugier au centre du pays pour échapper aux roquettes. Donc il y a eu l'espoir un temps d'un règlement négocié. Là, les dirigeants israéliens laissent clairement entendre que
il pourrait prendre les choses en main, mener une sorte de guerre qui dessinerait une zone tampon par la force pour obliger à un règlement partiel au moins à la frontière. Une zone tampon de combien peut-être 10 km, peut-être 20, dans l'idéal pour Israël jusqu'au Litanie, comme le veut la résolution 1701, mais en tout cas une zone au minimum 10 km au-delà de la frontière pour sécuriser un retour de ses habitants dans le nord d'Israël. C'est d'autant plus, sinon probable, du moins possible, qu'il y a une fenêtre ouverte jusqu'à l'élection américaine où personne ne dispose de moyens de pression suffisants pour forcer Israël à cesser ou à ne pas mener cette opération. Maintenant, qui décidera, c'est le cabinet de guerre israélien, et ça se décide entre 5 personnes, donc nul ne sait exactement ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir. Je vous remercie Christophe Ayad pour cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Géopolitique du Hezbollah, paru début 2024 aux Presses universitaires de France. Merci. Merci.